Conte géologique, histoire de la terre du Beaujolais. Il y a fort longtemps, des milliers d'années, dans les profondeurs solides de la croûte terrestre, une terre rocheuse pleine de promesses se formait à la faveur du rapprochement de deux plaques continentales. Ce rapprochement avait permis d'associer les roches ancestrales et de concevoir la toute jeune terre du Beaujolais. Les roches, dans toute leur diversité, associèrent les sables, les graviers, les débris de roches cristallines, les fragments de granit et bien d'autres, qui se mélangèrent les unes aux autres pour former un embryon, un protolithe, riche en éléments essentiels pour débuter dans ce monde. Mais la jeune Beaujolais voulut voir au-delà des limites de la croûte terrestre. Afin de se libérer de l'emprise des masses continentales, elle mobilisa sa masse, se tordant et se mouvant sous la croûte de roches la retenant. La température monta et les tensions augmentèrent entre la jeune Terre et les masses continentales qui ne souhaitaient pas son émancipation trop précoce. Nul ne sait combien de temps il fallut à la terre du Beaujolais pour se libérer, mais les contraintes à laquelle elle fit face lui permirent néanmoins de se construire et de s'affirmer. Sous l'effet de ces contraintes, elle finit par se transformer, et c'est toute vêtue de gneiss et de schistes cristallins étincelants qu'elle apparut. Une fois la terre du Beaujolais révélée au grand jour, elle continua de s'embellir, de grandir et de mûrir. Les masses continentales, de leur côté, se résolurent enfin à laisser s'émanciper leur cher Beaujolais. En cadeau, elles lui élevèrent des volcans, qui lui fournirent des roches basaltiques, des gabbres noirs et des volcanites verdâtres, suffisantes pour construire un socle aux bases stables et solides pour bien se lancer dans la vie. La jeune Beaujolais, par petit excès de coquetterie, se drapa tout de même de jolis ensembles de rhyolites gris clair et alluma des grains de diorite noirs et blanches sur sa robe. Fière de sa nouvelle allure, elle se redressa et s'aperçut qu'elle se montrait plutôt bien et que sa posture était prometteuse, à la hauteur de ses ambitions. Car ce que souhaitait par-dessus tout la terre du Beaujolais, c'était s'attirer la sympathie des personnages influents qui l'entouraient, le soleil, le vent, la pluie et bien d'autres. Elle s'imaginait facilement construire avec eux une terre d'accueil pour de nombreux habitants, puis entretenir des paysages variés et produire de nombreuses richesses. Mais comment attirer leur attention, rentrer dans leur bonne grâce et les convaincre de s'associer pour ce si beau projet qui lui tenait à cœur? Elle décida de se grandir encore, afin de montrer sa force, son assurance et toutes ses qualités. Mais il n'était pas si facile de s'élever seule. Au début, les échecs furent nombreux, lui faisant perdre des fragments de roches qui roulaient autour d'elle, se perdant dans les plis de ses vêtements et s'accumulant dans ses poches. Elle décida d'utiliser ces difficultés et d'exploiter les argiles, les sables et les roches qui se dispersaient autour d'elle. Elle saisit dans ses mains de petits fragments d'argile et de calcaire et les réchauffa, les transformant petit à petit en charbon qu'elle s'appliqua sur ses yeux. Elle préleva aussi un peu d'eau, qu'elle laissa s'écouler sur ses paumes brûlantes et entre les failles de ses doigts, qui laissèrent de longs filons cristallisés aux belles irisations qu'elle déposa sur ses yeux. Elle ajouta une dernière touche, en accrochant à ses oreilles des fragments de schistite aux magnifiques éclats bleus. Les volcans continuèrent de l'accompagner dans sa métamorphose, lui offrant un matelas de tufs gris pour qu'elle puisse se reposer, et célébrant ses changements à grand renfort de symphonies d'orgues volcaniques. La terre du Beaujolais ne ménageait pas ses efforts, mélangeant les roches et les associant pour se parer de cette incroyable mixité rocheuse. Mais personne ne semblait être sensible à ces changements. Inquiète, elle fronça les sourcils et tordit ses mains. Des montagnes s'élevèrent alors, les roches se plissèrent et se faillèrent, les séries se chevauchant et s'amoncelant, transformant encore les roches. Elle céda des contrées voisines, les terres du Gondwana, l'Eurasia et Euramérica, qu'elle réunit en un immense territoire, la Pangée, surplombée d'une immense chaîne de montagnes. Mais la jeune Beaujolais ne comprenait pas que ce n'était pas ce déballage d'importance et de beauté superficielle qui allait attirer les mécènes. En effet, le soleil, le vent et la pluie se détournèrent d'elle. Aveuglée par ses convictions, elle continuait pourtant de se parer, grâce au passage de l'eau dans les fissures, de rubans de barytine et de fils de quartz, de fluorine, de fer, de plomb, de cuivre et de zinc. Se mettant en valeur avec tout autant de roches de couleur grâce à des drapés de schiste et de cornéenne, et teintant ses lèvres de granit rouge microcristallin. Mais lorsqu'elle commença à s'imaginer avoir des rivales et qu'elle prévoyait de les empoisonner avec son arsenic et son antimoine, elle se rendit compte soudain qu'elle allait trop loin, qu'elle n'employait pas la bonne méthode. Honteuse de son côté superficiel, elle décida d'aller se cacher. Déçue et déprimée, elle entreprit de se déconstruire afin que l'on ne puisse plus lui reprocher sa superficialité. Les larmes de la prise de conscience ruisselèrent sur ses pentes, usant ses parures de roche, ses reliefs et creusant ses traits. Les torrents de larmes entraînèrent les roches dans les plis de sa peau et de sa robe. Ils lessivèrent les couleurs de son visage, laissant des traînées argileuses noires sous ses yeux et des coulées de blush rosâtre calcaire sur ses joues. Elle pleura tant et tant que le niveau de la mer monta progressivement
inondant les terres qui disparurent sous une couverture liquide masquant les vestiges de son passé vaniteux. De nombreux organismes marins se rapprochèrent pour la réconforter. Son chagrin dura des milliers d'années et les restes de ces organismes finirent par s'accumuler, la dissimulant eux-mêmes sous une couche de calcaire. Elle mit un moment à se décider de se reconstruire et d'élever à nouveau ses reliefs. Cette fois-ci, elle s'y prit différemment, choisissant des pierres plus douces et des couleurs plus sobres. Ses cheveux, autrefois colorés de 1000 couleurs et parés de cristaux, furent lavés et retrouvèrent une blondeur calcaire dorée naturelle, qu'elle para de milliers de coquillages et de coquilles de toutes sortes, et où même de grands organismes marins vinrent se perdre. Avec l'âge vint la sagesse, et ses cheveux s'éclaircirent encore, recouvrant d'un voile de calcaire blanc les pentes de la plus si jeune Beaujolais. Cette sobriété, cette humilité attira alors l'attention du soleil qui commença à tourner ses rayons dans sa direction. Son amie les Pyrénées la poussa du coude, et peu après, les Alpes se retournèrent, la secouant elle aussi pour lui faire prendre conscience de ce qui était en train de se passer. Beaujolais écarta ses cheveux blonds aux mèches blanches. Elle n'en croyait pas ses yeux de voir enfin se réveiller l'intérêt qu'elle avait tant espéré. Il lui fallut quelque temps cependant pour se convaincre de se libérer de l'océan qui la recouvrait pour se révéler à nouveau. Enfin, la mer recula, hurlant d'huîtres ses rivages. Le soleil, de plus en plus conquis, illumina le territoire et commença de créer des espaces de forêts et de plaines herbeuses. La terre du Beaujolais redressa alors la tête et fit craquer les terrains en un millier de petites cassures, fracturant ainsi la carapace qu'elle s'était créée. Elle se redressa petit à petit, en une pente douce qui révéla subtilement tous les terrains qu'elle avait développés pour s'embellir, illustrant les passages de vie qu'il avait construites et faisait d'elle ce qu'elle était aujourd'hui. Elle ajusta les plis de ses vêtements de roche et épousseta les petits graviers qui tombèrent entre ses reliefs. Les pierres roulèrent dans les ravines et les galets s'accumulèrent à ses pieds, aplanissant le bas de son jupon. Elle garda néanmoins une large pierre bleue à sa ceinture, témoin de sa frivolité passée transformée en maturité. Son amie des Alpes poussa vers elle une langue de glace, la parant de cordons de grandes roches rondes comme un immense collier de perles. De joie de se sentir enfin appréciée, les larmes ruisselèrent sur ses joues, lavant les derniers vestiges d'orgueil et émiettant le reste de ses parures anciennes afin d'enrichir la terre et accueillir le fruit de tous ces changements, les vignes. Les forces de la nature ont depuis ce temps toujours accompagné la terre du Beaujolais, construisant avec elle le lieu d'accueil et de vie dont elle avait toujours rêvé. Aujourd'hui, les rides de la vieillesse et de la sagesse continuent d'éroder son visage et laissent apparaître les souvenirs rocheux de son passé dont les hommes continuent d'entretenir la mémoire dans leur construction, habillant leur refuge des roches illustrant les moments de vie de la belle Beaujolais.